C'était la première maison qu'on achetait. Notre rêve se réalisait. Il avait tout ce qu'il voulait. Le quartier était très calme. On peut démarrer une nouvelle vie dans une nouvelle maison, mais il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Comment un adulte peut faire une chose pareille? Notre maison n'était plus un refuge. Parfois, une personne dont on pensait devenir proche devient notre pire ennemi. Il jouait au chat et à la souris. C'était une poudrière prête à exploser. C'était un cri effroyable que je n'oublierai jamais. Lâchez votre arme! Los Angeles est une jungle urbaine qui peut rendre fou. Pour y échapper, certains s'installent dans des quartiers comme celui-ci, Calypso Lane, une petite rue du district de Canyon Country, sur les hauteurs au nord-ouest de la ville. C'est très calme, très arboré. Les habitants sont fiers de la tranquillité de leur quartier. C'est une jolie petite ville typiquement américaine où tous les gens se connaissent. L'ambiance est conviviale. Tony et Cindy Davis s'installent ici pour prendre un nouveau départ. Ils sont accompagnés de leur fille Jamie, leur fils Jesse et leurs 2 chiens. Tony et moi étions ravis. C'était la première maison qu'on achetait. Notre rêve se réalisait. J'étais heureuse pour eux. Ça faisait des années qu'ils cherchaient une maison. Et en plus, celle-là avait une piscine. Mes parents s'étaient rencontrés au lycée. Ils se connaissaient depuis l'âge de 15 ans. Ma mère était issue d'une famille désunie et mon père était son chevalier blanc. Le couple a surmonté des épreuves difficiles, dont un accident qui a failli coûter la vie à Tony. Il était sur son lieu de travail. Un chariot élévateur lui a roulé sur la jambe et a provoqué une lésion par écrasement. 12 opérations plus tard, malgré les pronostics des médecins, Tony remarche. Quand la vie vous met à genoux, vous avez 2 choix. Soit vous restez à terre, soit vous vous relevez et vous allez de l'avant. Mais Tony doit renoncer aux 2 métiers manuels qu'il exerçait depuis toujours. C'était un travailleur acharné. Il était couvreur et camionneur. Il a réfléchi et a décidé de reprendre les études. Il voulait devenir enseignant. Les Davis ne roulent pas sur l'or et prennent un risque en achetant cette maison. Mais ils sont optimistes. Cette maison, c'était notre fierté. Elle était à nous. Ça va en bas. Ils emménagent à côté de chez les Tracy, fraîchement arrivés eux aussi. Les Tracy étaient des gens respectables. Paul devenait très vite votre ami. Il était adorable, mais il avait un aspect bourru. Alors qu'en réalité, c'était quelqu'un de charmant. Bonjour, ça va? Paul était dessinateur publicitaire. Mais comme Tony, il a été victime d'un accident du travail qui a mis fin à sa carrière. D'après lui, sa société l'aurait licencié avant qu'il puisse bénéficier des soins médicaux auxquels il avait droit. Dommages corporels, carrière brisée, changement de domicile. Paul et Tony ont de nombreux points communs. C'était un nouveau départ pour les 2 familles. Chacun des 2 hommes était le reflet de l'autre. Mais la ressemblance engendre parfois le mépris. Un sentiment qui peut s'avérer mortel. Il nous a attaqués. Au début, chacun va qu'à ses occupations. Tony se lance dans des travaux de rénovation pour que sa maison ressemble à celle dont il a toujours rêvé.
Il a réparé le toit, changé les fenêtres et refait l'allée. Nicole Wright, une voisine, raconte qu'initialement les deux familles s'entendaient bien. Au tout début, les Davis entretenaient de bonnes relations avec les Tracy. Vous pourriez Je fais venir? d'excellents cookies. C'était chacun chez soi. Ils travaillaient dur la journée et se reposaient le soir. Mais leur relation était cordiale. Mais avant même de prendre possession de leurs biens, les Davis sont victimes d'un incident qui n'augure rien de bon. Bonjour. Le jour du déménagement, quelqu'un a appelé la police pour signaler un cambriolage. On vient d'acheter la maison. On emménage. Tony se demande qui a pu contacter les autorités et pourquoi. Il était évident que les Davis ne cambriolaient pas leur maison. Mais le ton était donné dès le départ dans cette affaire. Et ça n'est pas allé en s'arrangeant. Malheureusement, quelques mois seulement après l'arrivée des Davis, leurs ennuis avec Paul Tracy commencent. Il avait posé contre la clôture un vieux pneu de course, un peu plus gros qu'un pneu normal. Et elle penchait légèrement. Je vais lui demander de l'enlever. Tony opte pour la diplomatie. Il a frappé à la porte, pas de réponse. Alors il a laissé un mot. Pourriez-vous, s'il vous plaît, retirer le pneu de la clôture? Votre voisin, Tony Davis. Tout simplement. Mais lorsque Tony rentre chez lui ce soir-là, rien n'a bougé. Le pneu était toujours à sa place. C'est la première fois que je me suis dit que tout n'était peut-être pas aussi rose que ce qu'on imaginait. S'ils avaient discuté et qu'ils s'étaient écoutés l'un l'autre, rien de tout ça ne serait arrivé. Survient alors un autre incident. Regarde. Cindy et Tony reçoivent un courrier de la mairie. Quelqu'un s'est plaint au sujet de leurs poubelles. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Nos poubelles étaient visibles depuis la rue. Vous pouvez vous balader dans n'importe quelle rue de Canyon Country. Vous verrez des poubelles devant toutes les maisons. Bientôt, d'autres faits étranges se produisent. En pleine nuit, le fils de Tony, Jesse, entend quelqu'un dans le garage. L'intrus s'enfuit avant que Jesse n'ait eu le temps de le voir. Il a entendu du bruit, s'est levé, est allé voir et nous a réveillés. La famille inspecte le garage et constate que le rôdeur n'a touché à rien. T'es sûr? Ouais. Les voisins se cachent sûrement derrière cet incident. Il a entendu quelqu'un sauter par-dessus la clôture, puis la porte des Tracy s'est refermée. Là encore, c'était étrange. On retourne se coucher. Tony et Cindy retournent se coucher avec un sentiment d'inquiétude. Ils deviennent méfiants et se font du mauvais sang. Personne ne se doute alors que ce n'est que le début d'une longue bataille. On trouvait ça bizarre. On se demandait pourquoi il faisait ça. Il faut réparer ça. La colère montait. Oh, doucement. J'en ai ras-le-bol de ce type. Bonjour. La plupart du temps, quand on achète une maison, on recherche la tranquillité. Et c'est ce qu'offrait Calypso Lane. Personne ne s'attendait à ce qu'un drame comme celui-là frappe le quartier. Arrivés les premiers, les Davis profitent de leur nouvelle vie de propriétaire. Mon père était un grand amateur de barbecue. On mangeait des grillades, on se baignait et on passait de bons moments tous ensemble. Mais la famille est loin d'être sereine. J'y crois pas.
La mairie ne cesse d'envoyer des courriers. Quelqu'un se plaint de la bâche qui couvre le climatiseur et de l'emplacement du nouvel abri de Tony. Personne ne sait de qui il s'agit. Il semblerait qu'on cherche à tourmenter les Davis. Je suis sortie jardiner, j'ai posé mes clés sur la clôture, et quand j'ai voulu les récupérer, elles avaient disparu. Il n'y avait personne, mais elles n'étaient plus là. C'est comme si un fantôme les avait prises. Un vrai mystère. Et un beau matin, T'avais bien fermé? la portière de ma voiture était ouverte et elle avait été fouillée. Il n'y avait pas de bris de verre, mais tout était sans dessus-dessous. Un autre matin, j'ai trouvé une vis enfoncée dans l'un de mes pneus. Et je n'avais pas pu faire ça en roulant. C'était impossible qu'elle se soit plantée là. Le pneu était irréparable et j'ai dû le faire changer. C'est quoi ça? Les courriers de la mairie se font de plus en plus pressants. Il y avait un mot du service de contrôle des animaux sur notre portail. Cette fois, l'identité du plaignant est connue. Paul Tracy prétend qu'un des chiens des Davis s'est introduit sur sa propriété et a tenté de mordre l'ami de son fils. Cindy nie catégoriquement. C'est totalement faux. Nos chiens étaient enfermés. Mais le service de contrôle des animaux envoie d'autres courriers. On a été convoqués 3 fois. Et la 3e fois, l'employé nous a demandé, en parlant des Tracy, « Mais c'est qui ces gens ?» Excédé par cette série d'événements, Tony décide d'aller parler à Paul d'homme à homme. Mon père était du genre à mener son enquête. Il voulait comprendre pourquoi Paul agissait de cette manière avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Je pense que Tony n'avait pas conscience de la gravité de la situation. Il croyait enterrer la hache de guerre. Mais Paul n'a nullement l'intention d'enterrer la hache de guerre. Quand on frappait à la porte, il ne répondait jamais. Comment discuter avec quelqu'un qui refuse de vous parler? Malgré le silence, la vie continue. Tony obtient son diplôme, une belle réussite pour un père de famille quadragénaire. Pour l'occasion, Cindy organise une petite fête. Il y avait d'anciens collègues à lui et quelques membres de la famille réunis autour d'un barbecue. Tout d'un coup, Paul a sorti sa souffleuse et a fait exprès de nous envoyer de la poussière. C'était absurde. Tout ce qu'il voulait, c'était nous harceler et nous pourrir la vie. La fête de Tony tombe à l'eau. Paul, arrête! Il n'est pas prêt d'oublier, ni de pardonner. On aurait dit que cet homme voulait briser le rêve de mes parents. Comment expliquer le comportement de Paul? Cela serait-il lié à sa blessure? Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas travailler. Et il en avait très envie. Il ne pouvait plus exercer son métier de dessinateur ni aucune autre profession. Il souffrait en permanence à cause de sa blessure au genou qui s'aggravait. Il n'avait pas été soigné ni indemnisé et il éprouvait du ressentiment. What I want to show you today is a $300,000 waste of your money. Paul Tracy n'en veut pas seulement aux Davis, mais au monde entier. Il s'est mis à tourner une sorte de carnet de voyage. Il se filmait en train de rouler en ville en disant « Regardez comme tout tombe en miettes ». What a beautiful city Santa Clarita is.
got sidewalks busted up. I want this fixed immediately. Il commençait par râler, Dirty, filthy, nasty neighborhood. puis la colère montait I know you guys are idiots. et montait encore. So we pay you to do this. Leurs rapports avec les Tracy se sont dégradés parce que le comportement de Paul était de plus en plus étrange. Je viendrai vous voir. Il faisait des choses bizarres. Un jour, j'étais assise avec mon père devant la maison et il s'est mis à nous prendre en photo. On ne faisait rien de particulier, on discutait. On s'est dit, c'est bizarre, pourquoi il fait ça? J'en ai ras-le-bol de ce type. Tony et Cindy ont le sentiment d'être épiés. On a demandé une ordonnance restrictive contre les Tracy parce qu'ils nous prenaient en photo quand on sortait de chez nous. On se sentait observé. Les Tracy ont une autre version. Selon eux, c'est Tony qui les prend constamment en photo. Oh, qu'est-ce que tu fais? Il se livrait à des petites provocations entre voisins. C'était difficile de déterminer le fautif parce que chacun était à l'origine de petits détails qui faisaient réagir l'autre. Il est dangereux. Les Tracy obtiennent eux aussi une ordonnance restrictive. Résultat, les deux familles n'ont plus le droit d'approcher à moins de 5 mètres l'une de l'autre. Leur ordonnance disait la même chose que la nôtre. Il suffisait de remplacer les noms Paul et Sandy Tracy par Tony et Cindy Davis. Tony décide de matérialiser cette séparation. Les Davis ont installé une clôture pour séparer leur jardin devant leur maison. Derrière, la clôture existait déjà. Avant qu'on prolonge la clôture, ils avaient accès au jardin et pouvaient nous voir. Avec la clôture, on avait plus d'intimité. Tony était exaspéré et a décidé de fixer les limites. C'était censé empêcher les deux camps de se disputer, mais ça n'a pas marché. Au contraire, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Un jour, en rentrant chez lui, Tony découvre Paul en train d'installer une clôture de très mauvais goût. Monsieur Tracy a construit une clôture en forme de L devant chez lui. C'était étrange et disgracieux. Ça n'avait aucun sens. Et il a installé des caméras de surveillance. Cette clôture va entraîner une série d'événements que personne ne pourra enrayer. Tony jouait avec le feu. Comment un adulte peut faire une chose pareille? Tu joues à quoi là? Arrête! C'était une poudrière prête à exploser. Notre maison n'était plus un refuge. Normalement, quand on rentre chez soi, on se met à l'aise et on se sent bien. Et ce n'était pas le cas. On ne savait jamais ce qui allait se passer. Les Davis supportent leurs voisins depuis 4 ans. Lorsqu'un drame vient bouleverser leur vie. Jamie, qui vit seule désormais, reçoit un appel de Cindy. Ma mère a poussé un cri effroyable que je n'oublierai jamais. Le frère de Jamie, Jesse, vient de faire une crise cardiaque. Il y est enclin depuis tout petit, mais cette fois, il se retrouve aux urgences. C'était la pire crise qu'il ait jamais faite. Il a fini en soins intensifs sous assistance respiratoire. Il décède 9 jours plus tard. Comment est-ce qu'on a surmonté le décès de Jesse? On ne se remet jamais de la perte d'un enfant.
Le drame anéantit Tony. Et sa famille devient la cible de ses angoisses. Après la mort de son fils, il a traversé une dépression. Il s'énervait facilement. Un incident illustre ce profond mal-être. Au terme d'une dispute, M. Davis a violemment giflé sa fille. Puis il est monté dans sa voiture et a démarré. À son retour, sa femme et sa fille étaient devant la maison. En arrivant, le véhicule est monté sur le trottoir et a heurté Mme Davis. Mais elle n'a pas été blessée. Jusqu'où cette colère peut-elle aller? S'en prendra-t-il à son voisin? Selon Paul, Tony déchaîné aurait brisé les éclairages des Tracy et vandalisé leur voiture. Il affirmait qu'on avait jeté de l'acide sur sa voiture. Ces gens sont fous! Ça ressemblait à de la résine, mais il prétendait que c'étaient les Davis qui avaient vandalisé sa voiture. Quand Paul accuse Tony d'un coup tordu, ce dernier lui renvoie l'accusation. C'étaient des faits insignifiants, mais ils y voyaient un affront de la part de l'autre. Quelqu'un avait versé un produit corrosif sur la voiture de Tony. Impossible de savoir de quoi il s'agissait. C'était une substance laiteuse de couleur marron et sans odeur. En fait, c'était de l'acide. Les voisins se souviennent toutefois d'un incident au cours duquel Tony a dépassé les bornes. Jamie venait de faire laver et cirer sa voiture quand Paul est arrivé avec son tuyau d'arrosage et a aspergé sa voiture. Ça va pas la tête? Elle est rentrée en courant prévenir son père. Tony est sorti, a pris son tuyau d'arrosage et s'est mis à asperger Paul. Je me suis dit qu'il jouait avec le feu et qu'il aurait peut-être mieux fait de réagir autrement, un peu plus calmement. Résultat, Paul pousse le harcèlement encore plus loin. Qu'est-ce que... Je rêve? Il y avait des images sur les véhicules des Tracy. On voyait un morse fumer une cigarette. Il traitait mon mari de gros lard, de tas de fumier. Tout le monde pouvait voir. C'est à ce moment-là que Tony a décidé de ne plus se laisser faire. Paul a senti que Tony n'avait plus l'intention de l'éviter et de garder la tête basse. Pour piéger Paul, Tony décide de le filmer. On a fait installer un système de surveillance par un professionnel. En réaction, Paul installe lui aussi des caméras. Les deux voisins ont mis en place un système de vidéosurveillance. Chacun considérait que sa propriété et ses biens pouvaient être vandalisés. Mais Paul parvient à neutraliser le système de son voisin. Il a mis une lumière infrarouge. Elle était invisible à l'œil nu, mais la caméra l'a captée et on ne voyait plus rien. Puis, il pousse le vice un peu plus loin. Pour exaspérer les Davis, M. Tracy s'est amusé à projeter de la lumière sur leur propriété en pleine nuit. C'étaient des lampes halogènes énormes. Même les autres voisins s'en plaignaient. Il avait franchi un nouveau palier. Mais Paul ne s'arrête pas là. Un soir, vers minuit, les Davis entendent des chants d'oiseaux provenant du jardin des Tracy. Le bruit durera jusqu'à 4h30 du matin. Il y avait toutes sortes d'oiseaux, des canaris, des merles. Impossible de faire abstraction du bruit.
Et les images que Paul avait mises derrière son pare-brise sont maintenant placardées sur sa façade. Ces images étaient clairement destinées aux Davis. Il y en avait beaucoup. Elles étaient offensantes et obscènes. En plus d'être offensant, j'ai trouvé ça étrange. Comment un adulte peut faire une chose pareille? Ça n'a aucun sens. Tony est excédé. Il comprend que sa maison ne sera jamais celle dont il rêvait. Mon père en avait assez. Il voulait déménager. Malheureusement, le marché de l'immobilier s'était effondré et ils ne pouvaient pas partir. Ils étaient coincés. On a envisagé plusieurs fois de vendre la maison et de passer à autre chose. Mais c'était impossible. Contraint de rester, Tony installe un éclairage de sécurité. Il l'a placé en hauteur pour mieux voir. Et c'est ce qui a le plus dérangé les Tracy. T'as vu l'intensité de la lumière? Vas-y, filme. Les Tracy tentent de parler à Tony, mais il les repousse. J'hallucine. Du moins, selon Paul. Hé, tu fais quoi là? Oh! Au cours de cet incident, M. Davis, qui utilisait un tuyau avec un embout, aurait envoyé de l'eau de l'autre côté de la clôture. Il aurait également jeté des mottes de terre et des pierres sur la propriété des Tracy. Filme ça, chérie. Chacun campait sur ses positions et estimait que l'autre lui faisait du tort. Ils étaient incapables de régler leurs différends. Quoi qu'il en soit, l'un des deux hommes va bientôt perdre ses nerfs. Le harcèlement atteignait des sommets. Je pense sincèrement que M. Tracy projetait de nous faire du mal. Lâchez votre arme! Qu'est-ce que... Je pense que les Tracy passaient leur temps à chercher des moyens de harceler et de poursuivre en justice leurs voisins. C'étaient des gens mauvais et aigris. Voilà maintenant 8 ans que les Davis et les Tracy sont en conflit. Avec le temps, l'agressivité de Tony a disparu. Selon les médecins, elle était d'origine physiologique. On lui a découvert une anomalie cérébrale. Il a été opéré et le problème semblait réglé. Paul, en revanche, est de plus en plus aigri. Son état s'aggravait. Il allait de mal en pis. Toutes les maisons du quartier étaient bien entretenues, à l'exception de celle des Tracy. Derrière la maison, il n'y avait plus un jardin verdoyant comme autrefois, mais un terrain laissé à l'abandon et envahi par les chats errants. Devant la maison, il y avait des pneus, des glacières, des tubes en PVC. C'était une horreur. Les vidéos de Paul sont de plus en plus virulentes. Couple of Latino-looking sumbitches in it. Really sad that we have to pay police officers to go eat breakfast on our time. You fat city buttholes can drive around in brand new trucks that the city taxes bought for you. This is bullshit. Paul Tracy se plaignait de tout, des autorités, de tout le monde. Mais sa haine de la société se concentrait sur un lieu précis, sa ville et ses voisins. Le harcèlement atteignait des sommets. La dernière année du conflit a été intense. Mais ce harcèlement n'est pas uniquement l'œuvre de Paul. Monsieur Davis marchait sur le trottoir devant chez lui. Il descendait la rue en jouant avec son portable. Il était dans son monde. À ce moment-là, Sandy sort de chez elle en voiture
Et Tony se trouve devant son allée. Oh, pousse-toi de là! Elle s'arrête et lui dit « Dégage de devant chez moi ou je t'écrase. » Dégage, abruti! Il n'était pas exactement devant l'allée, mais à la jonction entre la pelouse et l'allée. Et il ne bougeait pas. Il lui tenait tête, mais il ne l'empêchait pas de sortir de chez elle. Un matin, alors que Tony part travailler, Paul l'interpelle. Son message est énigmatique. J'ai gagné, Davis, j'ai gagné! C'était tellement étrange que ça l'a déconcerté. J'ai gagné! Ça a perturbé mon père. Ma mère lui disait de ne pas s'inquiéter. Mais je suis convaincue que M. Tracy envisageait clairement de nous faire du mal. Une semaine après cette troublante déclaration, Tony et Cindy vont découvrir ce que Paul voulait dire. Je m'étais endormie sur le canapé, devant la télévision. Tony, lui, n'arrive pas à dormir. Il s'aperçoit que Paul a encore allumé une lumière infrarouge. Cette fois, c'en est trop. Chérie, je vais aller lui parler. Je reviens dans une minute. Avant de sortir, il a dit à sa femme qu'il allait régler le problème et demander à M. Tracy d'éteindre la lumière. Avec le recul, je regrette qu'il y soit allé. Toutes ces années de harcèlement l'avaient épuisé. Il voulait simplement que ça cesse. On voit M. Davis prendre une visseuse électrique et retirer des planches de la clôture qui sépare les deux propriétés. Puis, on le voit scruter le jardin de M. Tracy. Pas de voisins en vue. Au bout d'un instant, il remet les planches à leur place. Tony entre dans la propriété des Tracy, trouve le câble d'alimentation de la lumière et le débranche. Mais il ne s'arrête pas là. Il décide d'aller parler à Paul une bonne fois pour toutes. Le secret de l'étrange clôture de Paul est enfin dévoilé. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à une embuscade. En langage militaire, on appelle ça une zone de destruction. Pour moi, il n'y a aucun doute. Paul jouait au chat et à la souris, et Tony faisait exactement ce qu'il attendait de lui. Paul! Sandy! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Quand M. Davis est entré dans sa propriété, M. Tracy s'est armé. Il était hors de lui. Gagné, Davis. Tony est touché à la poitrine, puis au dos. C'était un acte prémédité. Il attendait sa victime, sa proie. Il savait très bien ce qu'il faisait. Tony était sa proie. Les caméras de surveillance de Paul enregistrent, mais la scène se déroule en dehors du champ. En entendant les coups de feu, Cindy se précipite chez les Tracy.
d'ici! Il a braqué son arme sur moi et il m'a dit de partir. J'ai pas pu m'approcher de Tony. Sandy Tracy appelle alors les urgences. Monsieur Tracy n'est pas loin de sa femme quand elle appelle la police. À un moment, il y a une pause dans la conversation. Madame Tracy est furieuse et demande à son mari « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Le neveu de Tony, qui séjourne chez les Davis, se précipite au secours de son oncle. Nicole Wright a entendu les cris et accourt elle aussi. Je lui ai tout de suite fait un massage cardiaque. Il avait du sang qui sortait de la bouche. Nicole s'aperçoit alors que le tueur l'observe. Elle craint qu'il ne récidive. C'était terrifiant. Il aurait pu ouvrir la porte et me tirer dessus. Il aurait pu tous nous tuer. Espèce de crétin! La ferme. Alors que Tony est entre la vie et la mort, Sandy Tracy rappelle les urgences. 911. I need an ambulance and a cop car immediately. Actually, I need several cop cars. They should be there in home. What? They should be there in seconds. They're rolling code 3 to you. We got numerous calls. Okay. So what's the situation? Is this your neighbor? Well, there's several neighbors in my yard now, but this is a neighbor we have had trouble with for 7 years. Okay. Okay, and what was he doing exactly? Because no one's really clear. He was charging our home. There was throwing... Ma'am, who has the gun now? Where's your husband's gun? It's on the couch. Okay, so he's no longer holding it? Correct. Okay. Okay, so he was charging your house? Yes. He was charging my husband. I heard noises. You know what? I'll tell the police when they get here, okay? I'm going to go now because I don't want to talk on the damn. À l'arrivée de la police, la situation est critique. Tony est gravement blessé, son neveu et Nicole sont piégés derrière la clôture, à la merci d'un tireur invisible. Les policiers ignoraient qui était le meurtrier et où il se trouvait. Ils ne savaient rien. On a traîné Tony jusqu'à l'allée. Paul a ouvert la porte. Il a sorti la tête et a dit « Je suis là ». Puis il est retourné à l'intérieur. Sortez! Immédiatement! Venez me chercher! Les conditions étaient chaotiques et dangereuses. On était traumatisés. Il y avait un tueur de l'autre côté de la porte. Les véhicules de secours bloquaient la rue. L'ambulance est arrivée et les secouristes ont tenté de réanimer Tony. Sortez! Immédiatement! Les policiers entrent dans la maison. Ils s'attendent au pire. Ils découvrent un univers des plus étranges. Les mains en l'air, bien visibles. Le fusil est posé sur le canapé. Paul et Sandy sont assis à côté. Le domicile des Tracy était dans un piteux état. Il y avait un énorme bac rempli de litières et des chats un peu partout. Ça sentait très fort. La maison n'était pas entretenue. C'était le grand désordre. Allongez-vous par terre. La porte! À ce moment-là, le plus gros souci des Tracy, c'était la sécurité de leurs chats. Les forces de l'ordre avaient leurs armes braquées sur eux, mais ils ne pensaient qu'à leurs chats. Tout de suite après son interpellation, il s'est exprimé. C'est la première fois que je tire sous le coup de la colère. J'ai été militaire. Avec ces propos, Paul Tracy reconnaît sa culpabilité. Les policiers découvrent alors un système de surveillance rudimentaire.
Les caméras étaient reliées à un magnétoscope. Monsieur Tracy l'avait allumé pour enregistrer la scène. Sur la vidéo, on voit Monsieur Davis à côté de la clôture en forme de L et du câble d'alimentation de la lumière. Il se dirige ensuite vers la porte d'entrée de Monsieur Tracy et sort du champ. Les policiers retrouvent l'enregistrement du crime. Ils pensent que Paul a voulu le cacher, mais n'a pas eu le temps. Son comportement nous a paru suspect. S'il n'avait rien à se reprocher, la première chose qu'il aurait dû faire, c'est nous montrer les images. J'étais chez moi. Je venais de m'endormir et mon mari m'a réveillée. Ma mère était au téléphone. Elle a poussé exactement le même cri que le jour où mon frère a eu sa crise cardiaque. J'ai tout de suite compris que mon père était mort. Pour Tony, le rêve d'une vie heureuse sur Calypso Lane se termine dans le sang. Une belle personne a perdu la vie et plus rien ne sera comme avant à cause de la colère d'un homme. Paul Tracy était un homme perturbé. Il faisait une fixation sur ses voisins. Cette querelle le rongeait au quotidien. Il était obsédé par les Davis et s'imaginait qu'ils empiétaient sur sa propriété. Des centaines d'autres cassettes, photos et documents retraçant le long conflit entre Paul et Tony sont découverts. Mais les enquêteurs ne retrouvent aucun élément permettant d'incriminer Tony. Rien n'indique que M. Davis ait fait quoi que ce soit à M. Tracy. Les actes de vandalisme, l'incident avec le chien, les photos, tout aurait été inventé. Même l'histoire du tuyau d'arrosage. Filme ça, chérie. M. Tracy disait avoir filmé la scène. La cassette a été remise au bureau du shérif et il a été clairement établi qu'elle n'étayait aucune des allégations formulées contre M. Davis. Pour l'accusation, le fait que Paul ait tiré plusieurs fois sur Tony exclut la légitime défense. C'est un meurtre prémédité. Il a rechargé son fusil après avoir tiré. Il aurait pu s'arrêter après la première décharge, mais il a tiré 2 autres fois. Même s'il y a eu intrusion et acte de vandalisme, M. Tracy n'avait pas le droit de se substituer au juge et d'exécuter M. Davis. Il a appliqué sa propre loi. Malgré 2 pertes tragiques, la vie continue pour Cindy et Jamie. Cette dernière veut devenir infirmière pour sauver des vies, à la mémoire de son frère et de son père. La mort de mon père est la chose la plus traumatisante qui me soit jamais arrivée. Mais je lui ferai honneur en me battant pour mes convictions. Une querelle de voisinage ne vaut pas la vie d'un homme. J'ai vécu 35 ans de bonheur avec lui. La plupart des gens n'ont pas cette chance. Alors je peux bien attendre aussi longtemps pour le retrouver. Quand je pense à lui, je pense à sa vie et non à sa mort. Cindy habite toujours la maison de Calypso Lane. Sandy Tracy a déménagé et les nouveaux voisins ont abattu la clôture. Paul Tracy est derrière les barreaux. Il a été condamné à 50 ans de réclusion pour le meurtre de Tony et 14 ans pour avoir menacé Cindy. Justice n'a pas été rendue. Il respire toujours, malheureusement. Alors que mon mari, le père de ma fille, lui n'est plus là. Et on doit vivre avec ça. Pour le restant de nos jours.